En Corée, il existe l'une des unités des forces spéciales les plus puissantes, sous le numéro 709. Il n'y a pas si longtemps, il a accueilli une traditionnelle cérémonie de promotion, au cours de laquelle tout le monde doit s'affronter jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul participant. Cependant, cette fois, une seule personne a pu annuler cette tradition. À la suite de la cérémonie, tous les membres de l'unité n'ont pas pu continuer à servir, et le temps cumulé nécessaire pour restaurer complètement l'unité était de 448 semaines. Après l'incident, tous les membres des forces spéciales ont déposé un rapport auprès de leur commandant leur demandant de les licencier. Afin d'éviter la perte de temps d'employés très précieux, le commandement a dû licencier de force ce combattant nommé John Kim, qui était déjà devenu une légende. 3 ans plus tard, John Kim est allé travailler comme civil, assis dans son bureau en train d'essayer de travailler quand soudain une serviette froissée lui vole au visage. Un chef de service nommé Jeff demande à John pourquoi il considère cette entreprise comme une auberge et ose s'endormir au travail. John Kim demande pardon et examine la serviette, essayant de comprendre ce que son patron lui a lancé. Jeff dit à John que ce sont des mouchoirs dans lesquels il se mouche et lui ordonne de les jeter pour lui, car il n'y a pas de poubelle à proximité. John parvient à peine à se retenir et ne répond pas à son patron, mais décide de laisser libre cours à ses émotions et s'empare de son smartphone. En se connectant à un réseau social, John écrit un énorme test dans lequel son patron lui jette des serviettes et exprime des idées sur la nécessité de créer une structure qui licencie ou transfère les employés dont les activités sont préjudiciables à l'entreprise. Après avoir correctement parlé et s'être défoulé, John expire, souhaitant pouvoir tuer son patron puisqu'il n'était qu'un civil. Soudain, John reçoit un message sur son téléphone disant qu'en tant qu'esclave d'une société capitaliste, on lui donne une chance. Soudain, une lumière rouge s'allume sur la branche gauche des lunettes de John, et un frisson parcourt le haut de sa tête. Une interface de réalité augmentée apparaît dans les verres des lunettes de John, indiquant que son inscription est terminée. Une voix mystérieuse commence à résonner dans la tête de John, l'informant que son nom dans le système est P099 et que le premier test pour lui commence. John essaie d'enlever ses étranges lunettes, mais les lunettes envoient un petit câble dans la tempe de John, l'avertissant que s'il ne porte pas ses lunettes pendant plus de 60 secondes, il sera électrocuté. John est perplexe quant aux raisons de ce qui se passe, se souvenant que l'entreprise lui a offert ses lunettes il y a longtemps et qu'elles n'ont jamais rien eu d'étrange, quand soudain une voix de femme interrompt ses pensées. Une collègue nommée Arabella s'approche de John, le regarde avec intérêt et lui dit qu'il n'a pas l'air bien. John essaie de dire à son collègue ce qui se passe, mais une voix dans sa tête l'avertit que s'il dit un mot, il sera également électrocuté. John décide que cela n'en vaut pas la peine. Alors il dit qu'il ne lui est rien arrivé de mal, ce à quoi Arabella répond sincèrement qu'elle est heureuse de l'entendre, essayant de proposer un rendez-vous après le travail aujourd'hui. Soudain, Jeff fait irruption dans la conversation, demandant ce qui se passe ici et s'il connaît un bar approprié pour des réunions privées. Il ajoute que John travaillera encore tard aujourd'hui, pour qu'Arabella puisse passer une bonne soirée rien qu'avec lui. Selon Jeff, Arabella ne devrait pas prêter attention aux personnes qui doivent faire des heures supplémentaires en raison de leur incompétence. Arabella n'est pas impressionnée par l'offre de son patron et part, disant qu'elle retournera probablement à son travail, laissant John et Jeff seuls. John essaie de toutes ses forces de se retenir, s'interrogeant sur les raisons du comportement de son patron. Soudain, une voix dans la tête de John lui annonce que l'algorithme de création de mission a été complété avec succès et lui demande d'analyser les personnes qui l'entourent. John tourne son regard vers son patron et les lunettes commencent à numériser, montrant toutes ses données personnelles, tandis qu'il pose des questions à John et est en colère qu'on ne leur réponde pas. Jeff continue d'être en colère, mais l'attention de John est occupée par les lunettes, qui l'informent que le chef du département de Jeff a été choisi comme cible de la mission. Les lunettes informent John que sa mission est de lui ordonner au patron d'arrêter de jurer, ajoutant qu'il sera puni s'il ne s'y conforme pas. Jeff part, disant à John de le suivre pendant que le personnage principal essaie de comprendre ce qui se passe ici. Les points commencent le compte à rebours jusqu'à la punition, alors que John réfléchit à des idées sur l'origine des points. Le temps de la mission est écoulé et John est informé que son taux de perte est de 50%. John essaie de comprendre ce que signifie ce message et décide de vérifier son compte bancaire personnel. En se connectant à son compte personnel, John découvre que le solde de son compte a été réduit de moitié en quelques secondes. John s'emporte, claque ses mains sur la table et crie que tout ce qui se passe est un cirque, mais décide de se calmer et se rend sur le toit sur ordre de son patron. En sortant sur le toit avec John, Jeff commence à pousser John avec ses doigts et lui demande s'il est devenu fou.
Jeff dit à John qu'il déteste les gens comme lui, estimant que le personnage principal l'évite non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il le considère vil. John ne dit rien, s'avouant qu'il doit garder le silence dans cette situation, puisqu'il a besoin de ce travail. Soudain, les brimades du patron sont interrompues par Arabella, qui demande gentiment à John s'il est stupide. Arabella dit que John doit être très fatigué à force de travailler toute la journée, ajoutant qu'il est difficile d'acheter une maison de nos jours, même si vous travaillez jusqu'à vos dernières jambes. Arabella dit que John a besoin de savoir quand tout raconter à l'enfer dans ce monde, et montre au patron le magnétophone sur lequel elle a enregistré toutes ses intimidations. Jeff s'emporte et demande avec colère à Arabella ce qu'elle fait, essayant de l'attraper avec sa main. Mais cette fois, John décide de ne pas rester les bras croisés et intercepte la main du patron, l'empêchant d'attraper son collègue. Jeff devient encore plus en colère, exigeant que John le laisse partir immédiatement, le maudissant encore plus. Les lunettes enregistrent le comportement agressif de Jeff et confient à John une nouvelle tâche, qui l'oblige à frapper son patron dans la pomme d'Adam. Jeff se libère et frappe John au visage de toutes ses forces, disant que maintenant il va le remettre à sa place. John décide qu'il en a assez et esquive facilement, délivrant un contre-coup de poing à la pomme d'Adam du patron. Le chef Jeff tombe au sol et John demande à Arabella d'agir comme si de rien n'était. Les points indiquent à John que la mission est terminée, lui rendant tous les fonds qu'il a perdus lors de l'échec précédent. Jeff se remet debout, insultant à nouveau John et lui demandant comment il a osé frapper son patron. Les lunettes enregistrent à nouveau le comportement de Jeff, lui confiant une nouvelle tâche qui l'oblige à battre son patron pour une récompense 5 fois supérieure. Jeff s'emporte à nouveau et saute sur John, sur le point de lui lancer un puissant coup de poing. Cependant, John esquive facilement cette attaque amateur et, passant rapidement dans le dos de Jeff, commence à l'étouffer. Au bout d'un moment, Jeff s'évanouit par manque d'oxygène et John le relâche, le laissant tomber face première contre le sol. Les lunettes informent John que la tâche a été accomplie avec succès, et il est ravi de voir que son compte contient désormais 170 millions de won. John se souvient avoir récemment passé un entretien pour le poste alors qu'il essayait de mener une vie normale. Cependant, après que les missions ont commencé à lui rapporter des points, sa vie a radicalement changé. Après avoir accompli toutes les missions qui lui étaient confiées au début, John augmenta sa fortune à 580 millions de won. John sort sur le toit pour se réjouir de sa richesse. Cependant, sa joie est interrompue par un hélicoptère qui surgit de nulle part, transportant avec lui une petite valise. Le drone s'approche de John et lui laisse tomber un étui noir planant dans les airs. John ouvre la mallette contenant le ticket d'or, tandis que le drone l'informe que son test a réussi. Il ajoute que grâce au ticket, John est désormais autorisé à participer à la mission principale et qu'il doit désormais collecter 1 milliard de won en une semaine, sinon tous ses fonds seront réinitialisés. John retourne à son bureau, pensant qu'il lui faut encore 420 millions pour mener à bien la mission. John examine le ticket doré qu'il a reçu et remarque dessus une inscription indiquant que ce ticket permet d'emprunter jusqu'à 100 millions par utilisation. John pense, entre autres choses, qu'il manque d'informations sur ses lunettes, après quoi il remarque Jeff et décide de l'appeler. Jeff se fiche d'horreur au son de la voix de John et n'y réagit pas, continuant de rester dans la stupeur. John se rapproche de Jeff, disant qu'il a une question, ce qui fait soudainement crier Jeff de peur. John couvre la bouche de Jeff pour l'empêcher de crier et lui demande de répondre calmement à la question, après quoi il lui demande s'il connaît l'origine de ses lunettes. Jeff répond qu'il ne sait rien de ses lunettes, ajoutant qu'il n'a jamais vu une autre paire comme celle-ci sur aucun autre employé. John essaie de savoir si son patron ment, mais ses pensées sont interrompues par un message concernant une nouvelle mission. Ravi, John s'habille rapidement, disant qu'il quittera le travail plus tôt aujourd'hui et part joyeusement. John arrive à l'endroit désigné, qui est le toit d'un bâtiment en construction, et regarde autour de lui. Les lunettes informent John que la récompense pour avoir accompli la tâche est de 300 millions de won, ajoutant que la compétition entre les participants commence. Soudain, les lumières du chantier s'allument, éclairant une caisse posée sur une énorme bobine. John se dirige vers l'affaire et l'examine, se demandant comment elle s'est retrouvée là. Après avoir ouvert la valise, le personnage principal découvre qu'elle est remplie à ras-bord d'argent. Les points annoncent les règles, qui font que le gagnant est celui qui détient le sac à la fin du chronomètre, soit 10 minutes. Soudain, plusieurs bandits armés d'armes blanches surgissent du coin et disent à John qu'il n'aurait pas dû prendre le sac si vite. John examine les adversaires et leur demande s'ils sont des participants comme lui. Les bandits se moquent de John, lui demandant s'il comprend la situation dans laquelle il se trouve. Cependant, le personnage principal sourit follement,
leur demandant que pour gagner, il lui suffit de tous les battre. Le bandit principal crie à John qu'il est trop arrogant et se précipite pour l'attaquer. Cependant, John, utilisant la valise contenant de l'argent, bloque facilement son attaque. Riant de la vantardise du bandit, John le frappe violemment avec sa paume. La force du coup fait voler le bandit, détruisant tous les objets fragiles avec son corps. John rit en regardant les visages surpris des autres bandits, disant que tout semble encore plus simple qu'il ne le pensait. Les bandits rassemblent leurs pensées et attaquent John de différents côtés simultanément, faisant preuve d'un travail d'équipe. John esquive les attaques avec un couteau, plaçant facilement un étui solide et impénétrable sous les coups. Ayant perdu son sang-froid à cause de coups infructueux, le bandit fait un bond brusque en avant, essayant de percer John. Cependant, John bloque l'attaque en tenant la lame avec une précision chirurgicale à l'aide d'une poignée de valise. Après avoir cassé la lame du couteau, John abaisse de toutes ses forces la lourde valise sur la tête du criminel, le neutralisant. John regarde le bandit inconscient, disant qu'il a mal évalué ses chances. Le personnage principal se tourne vers l'autre bandit et lui dit qu'il a quelques questions. John lui demande qui dirige le jeu, ce à quoi il répond qu'il ne sait rien, ajoutant qu'il a simplement reçu un bracelet et qu'il est devenu participant. John réfléchit aux raisons pour lesquelles seul son dispositif émetteur de mission a la forme de lunettes, tandis que le bandit décide de l'attaquer, profitant de l'occasion. Cependant, le bandit n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, car John s'approche rapidement de lui et lui demande s'il veut le poignarder avec ce pathétique couteau. N'ayant pas reçu de réponse claire, John frappe également le bandit avec une valise, l'assommant. Soudain, John entend les cris d'un des bandits, dont le bracelet lui indique que 300 millions lui ont été débités, concluant que le membre est désormais en faillite. L'appareil rapporte que la dette du bandit a atteint son maximum d'1 milliard, ajoutant que la procédure de recouvrement des créances commence maintenant. Le dispositif sur la main du bandit est activé, injectant une substance dans la main du porteur, indiquant que l'enquête sur le cas du membre du P16 a commencé. Les veines du bandit apparaissent sur sa peau, devenant violettes, et d'une voix tremblante, il supplie John de l'aider. John est choqué par ce qu'il voit, se rappelant que ses lunettes, apparemment, ont aussi un injecteur qui pourrait le tuer à tout moment. Soudain, 2 personnes à la peau bleue portant d'étranges masques apparaissent derrière lui, dont l'une dit que les participants ne sont pas différents. 2 tyrans attachent le bandit avec des chaînes et le mettent dans un sac, disant que les participants au jeu deviennent fabuleusement riches ou perdent tout. Resté seul, John pense que tous les participants, y compris lui-même, sont devenus victimes de la soif de profit et que toutes les missions précédentes n'étaient que des appâts. Soudain, une foule de 48 personnes arrive sur le chantier et décide également de prendre le sac des mains de John. La foule entoure John de tous côtés, se préparant à attaquer, et il remarque qu'il y a trop de monde. John prend position, se prépare à attaquer et dit à ses concurrents d'attaquer tous en même temps. Heureux de pouvoir enfin s'échauffer, John distribue facilement des coups de poing à tous les participants à l'aide d'une valise. Lorsqu'ils sont touchés, 300 millions de won sont déduits de chaque membre, ce qui les rend désespérés. Le risque de perdre autant d'argent à cause d'un seul coup arrête tous les participants, ce à quoi John leur demande seulement d'un ton moqueur pourquoi ils ne veulent pas l'attaquer. Les participants décident d'attaquer à distance, bombardant John de pierres et d'autres matériaux disponibles. Cependant, John combat facilement tous les objets qui volent sur lui comme une valise, se moquant seulement des tentatives pitoyables de ses adversaires. Dès que les participants sont à court de munitions, John saute sur l'un des leaders en balançant sa valise. Après avoir mené une attaque écrasante, le personnage principal neutralise le chef, le mettant en faillite. Certains participants pensent que même l'amende en cas d'échec d'une mission ne sera pas si élevée, et ils s'enfuient du site de compétition à l'unisson. Cependant, les participants restants n'ont absolument rien à perdre, alors ils prennent des armes blanches et décident d'attaquer John dans une foule. Les créatures masquées regardent John battre les participants un à un avec une valise, multipliant ainsi le nombre de faillis. Peu de temps après, John est déjà en train d'achever le dernier participant, remarquant que son costume est déchiré. Après avoir remporté le concours et reçu un prix de 300 millions, John conclut qu'il peut simplement s'en acheter un nouveau, et s'en va. Une femme l'observe de loin, lui disant que ce membre ne tiendra pas longtemps, se tournant vers son mystérieux collègue. Le collègue lui dit qu'il est d'accord avec elle, ajoutant que John attire trop l'attention sans se rendre compte du danger qui le court. Pendant ce temps, John décide de passer la nuit au cher hôtel Sigrel au lieu de chez lui, où une nuit dans une chambre de luxe coûte 20 millions. Le personnage principal est heureux de pouvoir enfin se permettre une vie riche et de disposer d'un montant qu'il n'aurait pas gagné auparavant en 10 ans.
Les serveurs entrent dans la salle et lui disent qu'elle lui a apporté le plat qu'il a commandé. John décide d'essayer un steak spécial de première qualité préparé par un chef 3 étoiles Michelin. Le visage de la jeune fille change, demandant à John s'il aime le plat préparé. John affiche un sourire satisfait, signalant que le plat est incroyablement savoureux. La jeune fille enlève son déguisement, se révèle être celle qui le suivait sur le chantier et dit que c'est une personne complètement imprudente. John regarde la fille d'un air absent, et après une pause gênante, il la salue. La jeune fille lui demande pourquoi il est si négligent de participer, se demandant pourquoi John n'est pas du tout surpris par ce qui s'est passé. John répond qu'il les a remarqués dès le début. Alors il s'attendait à ce qu'ils viennent, désignant le deuxième invité dans sa chambre. L'homme mystérieux s'avère être un homme adulte aux cheveux blancs, qui est un peu surpris que John les laisse se rapprocher alors qu'il les connaît. John répond qu'il les a remarqués le suivre, mais il pouvait dire qu'il ne voulait pas lui faire de mal, ajoutant qu'il voulait lui-même des réponses. L'homme dit qu'il comprend le désir de John de leur soutirer des informations, ajoutant qu'il lui demandera quelque chose lui-même. Le trio s'assoit à table et l'homme demande à John comment il est devenu membre. John répond qu'il l'est devenu après avoir reçu l'appareil et effectué des missions de test, au cours desquelles l'homme lui demande où se trouve son bracelet. John répond qu'il n'y a pas de règle stipulant que le bracelet doit être au poignet, décidant de dissimuler des informations sur ses lunettes, ce qui amène la jeune fille à sympathiser avec lui en supposant qu'il le porte à la cheville. John dit que c'est à son tour de poser des questions et demande à l'homme s'il sait comment retirer l'appareil. L'homme répond que le prix pour lequel l'organisation a fixé la liberté est de 2 milliards de won. Et tant que ce montant n'est pas payé, il est impossible de le retirer. John demande si l'homme entend par organisation les opérateurs de ces appareils, ce à quoi il reçoit une réponse affirmative. L'homme explique à John que cette organisation est la créatrice de l'enfer et la propriétaire du Darknet, qui utilise des dizaines de milliards de fonds illégaux pour organiser des jeux terribles. Selon lui, pas un seul participant n'a encore réussi à retrouver sa liberté. John demande à l'homme pourquoi il lui raconte tout cela, ce à quoi il répond qu'il veut voir quel genre de personne est John, et ce qui est le plus important pour lui dans cette vie. John répond qu'il peut simplement acheter sa liberté en gagnant 10 milliards de won et en garder suffisamment pour vivre jusqu'à sa retraite. L'homme conclut des paroles de John que l'argent est la chose la plus importante pour lui, puis demande pourquoi John est convaincu qu'il peut toujours gagner. En attendant une réponse, l'homme invite John à jouer à un petit jeu avec lui, en lui envoyant une invitation via son appareil. John dit qu'il n'est pas du genre à avoir peur de tels défis et à accepter les propositions, mais l'analyse de son adversaire le fige sur place. D'après les données diffusées par ses scores, devant lui se trouve un concurrent de rang 3 nommé Walter Moe, qui compte 14 victoires et une seule défaite avec une valeur nette de 4 milliards de won. Les lunettes indiquent à John que le jeu commence et qu'il n'a plus la possibilité d'abandonner, ce dont il n'est que sarcastiquement surpris. Avec un léger sourire, Walter Moe demande à l'appareil quel genre de jeu lui et John ont devant lui. John se rend compte qu'il a fait une grosse erreur et essaie de demander à Walter d'attendre et d'annuler l'offre. Cependant, Walter dit qu'il est trop tard et que la roulette a commencé à tourner, ce qui déterminera le jeu aléatoire. À la roulette, il existe un jeu de dés dont les règles stipulent que chaque participant dispose de 2 dés noirs et blancs, et que le joueur avec le score le plus élevé gagne, qui est soit le produit des valeurs lancées si elles sont identiques, soit les plus élevés s'ils sont différents. La jeune fille ouvre le dossier en disant que chaque jeton vaut 10 millions de won, ajoutant que chaque joueur recevra 88 jetons. Walter ajoute que les dés blancs sont lancés immédiatement, après quoi les joueurs placent en des paris, puis le verre est levé, sur lequel les dés noirs deviennent visibles. John est surpris qu'il ne s'agisse que d'un jeu de hasard, ce à quoi Walter Moe fait remarquer que le personnage principal est calme, ce qui signifie qu'il est confiant. John accepte calmement, mais dans son cœur il crie d'indignation, se rappelant que toute sa vie est l'incarnation de la malchance. Soudain, John se rend compte que malgré tout, il a gagné 880 millions en 3 jours, ce qui veut dire qu'il n'est pas si malchanceux finalement. Une fois que tous les jetons ont été distribués et que les préparatifs sont terminés, Walter Moe demande à John s'il est prêt à commencer à jouer. John décide qu'il transformera son échec en une nouvelle opportunité et lance le dé blanc avec confiance. Cependant, malgré l'incroyable estime de soi et la confiance de John, on lui confie une unité perfide. Walter n'a également obtenu qu'un 2 au premier lancer. Alors il la regarde pensivement, tournant les options dans sa tête. Après avoir tout pesé soigneusement, Walter parie 100 millions, surprenant John. Après avoir évalué ses chances et réalisé qu'il n'a nulle part où se retirer, John accepte le pari de Walter.
La jeune fille dit que puisque les paris ont été acceptés, elle révèle les deuxièmes dés aux participants. Walter obtient un 3. Son score le plus élevé est donc 3. Cependant, John en lance un autre, faisant de lui le perdant de ce tour. John n'en croit pas ses yeux, tandis que Walter dit qu'il ne s'attendait pas à ce que John soit jumelé au premier tour. Cependant, John n'abandonne pas et dit que maintenant qu'il a surmonté sa malchance au premier tour, il continuera à jouer plus loin, exprimant sa confiance que maintenant tout va changer. Malheureusement, la confiance n'aide pas John, et il perd encore et encore, sans remporter une seule victoire. Après 500 millions perdus, la jeune fille annonce qu'elle passe au tour final. Après avoir lancé les dés, Walter Moe lance un 1 et John lance un 6. John se réjouit de l'accord réussi. Mais Walter met tout en œuvre, affirmant qu'il donnera à John une chance de reconquérir et de tout gagner. Le personnage principal est choqué par le comportement de Walter, raisonnant mentalement sur la raison pour laquelle Walter a tant d'espoir d'obtenir un 6. Ce qui, dans ce jeu, signifie une victoire automatique, mais réalisant que pendant tout ce temps, il n'y a eu aucune manipulation avec les dés, il accepte le pari. John note que s'il avait su quel genre de personne était Walter, il ne se serait jamais assis pour jouer avec lui à table, car Walter a le talent d'absorber la chance. Walter obtient un 6, ce qui fait de lui le vainqueur automatique de ce tour et garde toute la fortune de John pour lui. Walter part en disant que c'était une compétition amusante et qu'ils devraient se revoir. Il jette à John une carte de visite, lui disant de le retrouver si quelque chose de plus important que l'argent entre dans sa vie. Le lendemain soir, une fête d'entreprise se réunit au café, à laquelle participent les collègues de John. John lui-même sirote sombrement un verre dans une bouteille, plongé dans des pensées d'argent perdu. Un homme s'approche de John et lui demande pourquoi il a l'air si malade alors qu'il est à la fête de bureau. L'homme est le président de l'entreprise où travaille John, nommé Matt Dock. Cependant, John ne fait pas attention à Matt et continue de boire d'un air maussade. Jeff se lève d'un bond, essayant de s'expliquer avec complaisance auprès du président. Cependant, le président, souriant gentiment, dit à Jeff qu'il ne voit rien de mal et demande à John de le suivre. Dès que les deux partent, les employés commencent à se parler de John, en disant qu'il est un peu étrange, et en racontant comment ils ont entendu dire que John avait fait faillite avec un investissement. Arabella écoute ces conversations et exprime l'espoir que tout ira bien pour John. Ce à quoi on lui dit que le président de l'entreprise était surnommé le Bouddha souriant pour sa bienveillance. Pendant ce temps, Matt est dans la rue en train de gronder John de manière obscène, le tenant par la cravate et disant que le personnage principal devrait connaître sa place et ne pas gâcher l'événement d'entreprise avec un visage aigre. Il ajoute qu'une personne comme John peut être remplacée à tout moment, malgré le fait qu'il travaille dur. John réfléchit au fait qu'il doit vraiment travailler pour des monstres comme Matt pour gagner de l'argent, mais il est interrompu par une gifle. Matt dit qu'il lui donnera 100 000 won pour chaque gifle, donc John devrait lui être reconnaissant de l'avoir élevé, ce à quoi le personnage principal s'empêche de se casser le bras, quand soudain une nouvelle tâche lui revient. Soudain, John, affichant un sourire éclatant, remercie cordialement Matt pour les gifles, qualifiant cela de vraie leçon de vie. John prend la main du président et lui demande de l'honorer en étant avec lui et de recevoir davantage de sa sagesse. Le président devient immédiatement plus gentil et dit à John qu'il est d'accord, exigeant de retourner au café, où John lui servira un verre, et ils iront jusqu'au bout. John sourit et est d'accord avec le président, relisant les termes de sa mission, dans laquelle il reçoit l'ordre de kidnapper Matt pour une énorme récompense. Après un certain temps, Matt Dock reprend ses esprits, étant attaché dans un garage. John dit à Matt qu'il l'a kidnappé, vérifiant les nouvelles conditions de mission sur sa montre, d'où il résulte que le président doit être enfermé dans un certain endroit et y être détenu pendant 24 heures. John dit au président de l'entreprise, Matt, qu'il le traînait et provoquait toutes sortes de scènes. Matt demande de le détacher immédiatement et de lui donner le téléphone. Mais John le sort de sa poche et précise s'il s'agit bien du téléphone dont il parle. John dit qu'il a fouillé son téléphone et trouvé diverses choses, ce qui met Matt en colère, qui le traite de gamin et demande de le détacher. Il continue son hystérie, criant que John n'ose pas le kidnapper et espère qu'il ne lui arrivera rien à cause de cela. En réponse, John pique Matt avec son téléphone, qui contient des photos d'une caméra cachée installée dans les toilettes pour femmes de l'entreprise. John traite Matt de pervers complet, suggérant que c'est lui qui l'a installé, ce à quoi il demande seulement de manière incompréhensible comment il a pu y accéder. John se moque seulement de Matt, sans lui dire que la récompense intermédiaire pour l'enlèvement était d'apprendre à pirater des appareils. John dit à Matt que s'il confie l'affaire à la police,
des choses très intéressantes se produiront. John dit qu'il comprend maintenant pourquoi il a dû kidnapper Matt, quand soudain son attention est attirée sur un dossier contenant des fichiers sur son téléphone. John plonge dans le contenu du dossier, parcourant les noms des fichiers, quand il s'arrête brusquement. Le visage de John change et demande à Matt qui, selon lui, sont les employés de l'entreprise. Matt répond que tous ces employés sont des créatures qui ne connaissent pas leur place, et il leur donne simplement une chance de réaliser au moins quelque chose dans cette vie. John dit que même si tout le monde a des squelettes dans son placard, il n'y aura pas de salut pour quelqu'un comme Matt. Matt sourit avec arrogance, disant que John commet lui-même des crimes maintenant, donc son intimidation sera inutile. John fait taire Matt en lui disant qu'à partir de maintenant, il lui donnera 100 000 won pour chaque gifle, lui disant de considérer cela comme un entraînement à la patience. Matt s'emporte et crie au personnage principal que s'il ose toucher ses cheveux, il aura des ennuis. Cependant, il n'a pas le temps de finir car la gifle de John le rattrape, l'envoyant facilement voler au sol. John s'assoit à côté de Matt et lui demande les raisons pour lesquelles Matt pense que s'il a de l'argent, il peut vivre ainsi. John soulève le président de l'entreprise, ajoutant que même vivre comme tout le monde devient très difficile et grâce à des créatures comme Matt, cela devient presque insupportable. Le personnage principal frappe à nouveau le président de l'entreprise en lui disant qu'il souhaite qu'il ressente cette injustice au moins une fois dans sa vie. Brûlant de peur et de frustration, Matt Doc essaie de présenter quelque chose qui ressemble à des excuses. Cependant, soudain, un homme fait irruption dans le garage où John l'a enfermé, se réjouissant d'avoir trouvé sa cible. Il n'y a aucune trace de remords sur le visage du président, et il demande à l'homme de l'aider, affirmant que John l'a kidnappé. L'homme et son complice arrivent, disant à Matt de rester sur place et d'attendre, tandis que l'appareil sur son bras annonce une nouvelle cible, disant qu'ils doivent sauver Matt. Ils disent à John qu'ils n'ont rien de personnel contre lui, et qu'il ne s'agit que d'une mission à laquelle il agite sciemment la main, disant qu'il n'a rien à redire non plus. Les participants sont surpris que John agisse trop calmement, soupçonnant que quelque chose ne va pas ici. Cependant, en un clin d'œil, John réduit la distance avec l'un des participants et le met hors d'état de nuire d'un seul coup. Sans y réfléchir à deux fois, John attrape le prochain participant et l'assomme en quelques secondes. John s'exhibe tout seul, heureux que ses compétences au combat n'aient pas faibli du tout au cours de sa vie civile. Matt regarde John éliminer les groupes d'adversaires qui se succèdent et réfléchit à la façon dont il peut s'échapper. Cependant, tout à coup, John prend un couteau pris sur l'un des participants vaincus et se dirige vers Matt. John coupe les cordes, libérant Matt, disant qu'il a remarqué qu'il s'ennuyait, alors il est venu lui remonter le moral. Après cela, il prend Matt par les jambes et commence à le faire tourner de toutes ses forces en riant joyeusement. Après avoir fait tourner Matt assez fort, il le jette sur l'un des concurrents encore debout, l'assommant. Matt Doc ne supporte pas le stress psychologique de la peur et de l'humiliation qui en résulte et se met à pleurer en regardant John. John dit à Matt d'arrêter de pleurer, car ils ont encore 15 heures incroyables devant lui, pendant lesquelles il l'aidera à renaître. Un autre couple de participants attend derrière le hangar et constate que 5 équipes y sont déjà entrées. L'un des partenaires affirme que cela signifie simplement qu'ils doivent abandonner la mission. Il motive sa décision par le fait qu'il y a très probablement à l'intérieur une personne terriblement étrange et forte, avec laquelle il est tout simplement impossible de s'entendre. Pendant ce temps, John réveille Matt, qui s'est évanoui à cause du stress, et lui dit que pendant qu'il dormait, il a pensé à quelque chose. Selon John, puisqu'il s'occupe de l'éducation morale de Matt, cela vaut la peine de discuter de la question de son salaire. John dit que son salaire devrait être 5 fois supérieur à celui actuel et exige qu'il soit remplacé par un poste qui lui permettra de gagner le maximum avec un minimum de travail. Il ajoute également qu'à partir de maintenant, Matt Doc sera son chien jusqu'à ce qu'il le ressuscite en humain. Pendant ce temps, les lieux sont temporairement transférés dans une prison de sécurité spéciale qui n'héberge que des prisonniers dangereux. Un gardien s'approche de la cellule du prisonnier numéro 3270 et lui demande de tenir encore une journée. Son appareil lui montre sa nouvelle mission: libérer un criminel au premier degré dans les 24 heures. Le prisonnier de cette cellule, par oisiveté, frappe les murs de sa tête la plus forte, laissant de larges trous. L'appareil du garde ajoute qu'une fois la mission terminée avec succès, une nouvelle partie commencera. Le lendemain matin, Jeff entre dans le bureau et remarque une foule d'employés. Soudain, son visage se déforme en une grimace de surprise et de peur incroyable. Devant les employés, à une nouvelle table et une nouvelle chaise qui ressemble à un trône, est assis John, qui salue poliment tout le monde. John dit qu'un étrange miracle s'est produit et que, sur ordre du président, sa position a soudainement changé. Après le départ de tout le monde,
John pense qu'à cause de ces points, le principe de ses gains a radicalement changé. Grâce à la mission accomplie et au ticket, il a restitué 500 millions de won sur son compte. Cependant, sa mission principale, gagner 1 milliard, reste inachevée et il ne lui reste plus qu'un peu plus de 28 heures. John se dit que le prochain jeu ou la mission n'a pas d'importance pour lui, du moment qu'il arrive bientôt. Pendant ce temps, en prison, l'opérateur demande au gardien un rapport sur la façon dont les choses se passent. Un gardien lui répond qu'il est dans un bus avec 10 prisonniers particulièrement dangereux, mais qu'il n'y a pas de situation d'urgence. Or, il s'avère que le gardien a d'abord tranché la gorge de son partenaire afin de ne pas laisser de témoins de ces atrocités. Ayant terminé son rapport, il s'approche du compartiment verrouillé dans lequel se trouvent les prisonniers et l'ouvre avec les clés. Il jette les clés des menottes aux prisonniers, leur disant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'il est peu probable qu'ils s'échappent. Il explique que lorsque le jeu commencera, les pirates prendront probablement le contrôle des caméras de vidéosurveillance de la police. Le gardien conclut que de toute façon, personne ne pourra s'évader de prison. Pendant ce temps, tous les propriétaires d'appareils reçoivent une tâche qui les oblige à traquer les prisonniers évadés. Les prisonniers sont libérés, ainsi que le leader numéro 3270, dont la récompense est de 500 millions. Les autres prisonniers l'appellent Young-nim et lui demandent ce qu'ils vont tous faire. Young-nim propose de retrouver l'argent qu'un de ses amis a enterré dans l'enceinte de la prison, après quoi ils quitteront tous la Corée. Les participants reçoivent la géolocalisation des prisonniers et se demandent où ces prisonniers tentent de se rendre. L'un des chasseurs termine ses préparatifs et ordonne aux autres de s'éloigner. Sinon, ils n'auront pas le temps d'attraper suffisamment de victimes. 4 heures après le début du match de penalty, l'une des équipes est arrivée sur les lieux des prisonniers et a commencé à arrêter les criminels. Le receveur se moque de la victime, disant que pour un criminel, sa victime est plutôt faible et aurait dû vivre une vie juste. Le receveur sent la main de son ami sur son épaule et se retourne en disant que tant qu'ils attraperont tout le monde un à un, les observateurs ne remarqueront rien. Cependant, la main posée sur l'épaule du receveur n'est que le membre sectionné de son ancien ami, qui a été coupé par le prisonnier numéro 2804. Le prisonnier dit qu'il attrape aussi des gens, précisant que ses cibles sont des monstres à montre rouge. Le receveur essaie de dire quelque chose au prisonnier, mais il lui coupe rapidement la main puis l'achève. Le prisonnier 2804 revient à Young-nim, disant qu'il s'est occupé des parasites locaux et jette ses mains coupées par terre. 2804 demande à Young-nim combien de personnes sont impliquées alors qu'il pose ses mains sur la tête du captif. Young-nim répond qu'il s'est vite lassé de tuer des chasseurs, alors il a arrêté de compter, après quoi il brise le cou du prisonnier. Il se retourne vers la montagne de cadavres et dit qu'il ne s'est pas autant amusé depuis longtemps. Après cela, il s'approche du reste des prisonniers qui creusent le sol à la recherche d'argent et leur dit qu'ils devraient creuser plus vite, sinon il abandonnera ceux qui ne trouvent rien. Le prisonnier 2804 dit à Young-nim qu'après avoir vérifié les membres morts, il n'a pas pu déterminer à quel gang ils appartenaient, mais il a découvert qu'il y avait une prime sur leur tête et leur emplacement a été révélé. Young-nim demande au prisonnier 2804 combien il donne pour lui. Et après avoir reçu la réponse, il est heureux, disant que c'est toujours un rêve de recevoir une récompense sur sa tête. Ne comprenant pas la joie de Young-nim, 2804 demande à son complice combien d'argent ils ont déjà trouvé. Le prisonnier répond qu'ils ont trouvé 3 paquets de 500 millions chacun, et qu'il en reste 3 autres. Le prisonnier 2804 réfléchit mentalement que c'est bien plus que ce qu'il avait imaginé, estimant qu'il devrait simplement utiliser Young-nim et s'échapper. Pendant ce temps, 2 autres participants les observent, surpris par leur comportement. Ils remarquent alors un tas de membres morts déterrés, réalisant que les prisonniers sont bien plus dangereux qu'ils ne le pensaient au départ. Les participants décident de ne pas battre en retraite et de jouer gros. Mais l'un d'eux remet en question la justesse de son action, affirmant que chasser les gens comme le bétail est étrange. Cependant, ses pensées sont interrompues par son complice, qui l'a attrapé par la veste et lui a dit qu'il ne chassait même pas des gens, mais des monstres. Le responsable des participants suggère de les attraper à distance, car c'est la méthode la plus sûre, ajoutant qu'il ne faut en aucun cas les laisser s'échapper. Soudain, la voix de John se fait entendre derrière lui, disant qu'ils ne peuvent vraiment pas laisser les prisonniers s'échapper. John sort des buissons à la rencontre des participants effrayés, leur disant que cela ne sert à rien d'être tout le temps sur ses gardes. Jonah dit qu'il n'est qu'un employé de bureau, semant la confusion aux yeux des participants. Cependant, John dit qu'il a un excellent projet et qu'il le partagera s'ils sont intéressés. Après que John ait parlé de son plan, la perplexité et l'incompréhension se figent sur les visages des participants.
Le chef des chasseurs pointe une arbalète sur John et lui demande pourquoi il pensait qu'ils devraient être des appâts, ajoutant qu'ils ne sont pas des mauviettes. Il prévient que si John ne s'enfuit pas en comptant jusqu'à 3, il lui tirera dessus, ce à quoi John rétorque calmement qu'il a suggéré la meilleure voie pour tout le monde. Le chef tire sur John, mais il dévie facilement la flèche d'un coup précis de sa machette. Après avoir attrapé un morceau de flèche avec sa main, John dit que le chef n'aurait pas dû l'avertir exactement du moment où il tirerait. John invite les participants à l'écouter pendant qu'il est encore gentil, et ils sont d'accord sans aucun doute. Après un certain temps, les participants s'approchent des prisonniers, qui recherchent les dernières liasses d'argent restantes. Les prisonniers rient parce que les participants sont venus vers eux à main nue, et ont exprimé le désir de les enterrer ici même. Après avoir attendu que tous les détenus les voient, les participants prennent la fuite. Le prisonnier 2804 ordonne à tout le monde d'attraper l'évadé et ils le poursuivent. Les participants s'enfuient des prisonniers et rejouent dans leur tête le plan de John, selon lequel ils doivent les attirer vers l'endroit spécifié. Une escouade de chasseurs arrive à l'endroit indiqué, mais des prisonniers courent aussitôt après eux. Les prisonniers entourent les chasseurs, se plaignant qu'il n'y a pas de trou pour les enterrer. L'un des prisonniers court vers le chef des chasseurs en brandissant une pelle pour l'achever d'un seul coup. Cependant, au dernier moment, un coup de hache bien ciblé interrompt le coup, faisant tomber la pelle des mains du prisonnier. John allume les brindilles et les jette dans l'herbe entourant la maison, créant un anneau de flamme. Lorsque les prisonniers lui demandent qui il est, il répond que tout ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'aucun d'entre eux ne s'échappera d'ici. John ajoute que ce sera plus facile pour eux s'ils restent immobiles et se laissent simplement tabasser, ajoutant qu'ils devraient tous débourser l'argent. Les prisonniers commencent à paniquer, mais leur chef ramasse une pelle, leur disant de ne pas avoir peur, car il n'y a qu'un seul Jean. Cependant, dès qu'il a terminé, John l'assomme d'un puissant coup de pied, le forçant à rouler loin sur le sol. John atterrit sur ses pieds, disant aux prisonniers qu'ils peuvent maintenant paniquer, après quoi ils se déchaînent avec rage. Cependant, John assomme et désarme facilement ses attaquants. John fait tomber le couteau de la main de l'un des attaquants d'un coup violent, après quoi il le ramasse et lui inflige plusieurs coups bien ciblés. Le prisonnier saigne et s'effondre, laissant le dernier survivant seul avec John. Sans perdre une seconde à réfléchir, John se jette sur le dernier prisonnier et l'assomme rapidement en le projetant au sol. Les chasseurs regardent avec une surprise non dissimulée John vaincre à lui seul toute une escouade entière d'ennemis. Selon le meneur d'un jeu où sa propre vie est en jeu, cet homme est un véritable chasseur. John se réjouit de la récompense de 400 millions de wons qu'il a reçue, tandis que le prisonnier 2804 arrive sur le site de la bataille et demande qui joue avec le feu ici. Le prisonnier tire un couteau sur John, à qui on dit que le compte 2804 comporte 18 chefs d'accusation, dont meurtre, incendie criminel et enlèvement, ajoutant que la récompense est de 300 millions. John demande à 2804 s'il va venger ses camarades. Le prisonnier 2804 dit qu'il est venu dire à John qu'il terminerait le travail s'il le commençait, après quoi il achève son complice avec un couteau. Le prisonnier traite John d'amateur et lui demande s'il est prêt à se faire de nouveaux trous dans le corps, ce à quoi il accepte. Le prisonnier attaque John, essayant de le poignarder, mais John l'esquive facilement. Cependant, la pression de 2804 ne ralentit pas, et il continue de lancer coup après coup avec les deux mains, sans jamais toucher John. Se rendant compte que face à lui se trouve un adversaire redoutable, qui par-dessus tout est également ambidextre, John s'arrête brusquement et lui demande d'attendre une seconde. John recule rapidement un peu, commençant à fouiller dans diverses fournitures de jardinage. John sort ses jumelles et prend une position de menthe, disant que cela fait un moment qu'il ne s'est pas entraîné avec elle. Le prisonnier se souvient que tout le monde se moquait de lui plus tôt, mais tout a changé dès qu'il a sorti un couteau. Selon lui, même ceux qui menacèrent de le battre demandèrent pardon. Il n'avait qu'à les couper à quelques reprises. Il note qu'il a eu beaucoup de plaisir à voir les gens le craindre et se ramper devant lui. Cependant, maintenant, sous la pression de John, le prisonnier ne pouvait pour la première fois pas comprendre quoi faire. Le prisonnier 2804 se demande anxieusement si John ne le pousse pas dans un coin. Il s'emporte, s'écarte largement, essayant de frapper John, mais il l'esquive facilement. John continue de se moquer de lui, le déséquilibrant, le faisant commettre de plus en plus d'erreurs. Le prisonnier baisse complètement sa garde et passe à l'attaque, disant à John qu'il n'a pas le droit de l'humilier. Cependant, John effectue une course ultra rapide, délivrant plusieurs dizaines de coups par seconde au prisonnier, le neutralisant. Jean se tourne vers le prisonnier et lui dit que ceux qui ne connaissent pas leur place ne peuvent pas être forts. Après un certain temps, John marche joyeusement avec ses partenaires,
chantant une chanson sur leur joie de rechercher 500 millions. Dérouté par les chants étranges, le chef des chasseurs demande avec embarras à John s'ils peuvent déjà partir. John demande de manière incompréhensible aux autres pourquoi ils vont partir s'il en reste un. Ce à quoi ils répondent que le dernier criminel est une personne très dangereuse qui a tué 13 personnes à main nue. Soudain, Young-Nim apparaît comme un énorme rocher derrière eux, laissant tout le monde sauf John sous le choc et la crainte. Young-Nim suggère de sauter les présentations et porte un coup puissant à John. Cependant, John bloque le coup et contre-attaque avec un uppercut directement dans la mâchoire de Young-Nim. Young-Nim et John s'arrêtent brièvement et sont surpris de s'être pris mutuellement des coups. Le personnage principal et Young-Nim soupçonnent que la prochaine bataille sera très intéressante. John essaie de maîtriser Young-Nim avec sa vitesse tout en esquivant ses attaques. Young-Nim, quant à lui, ne subit pas beaucoup de dégâts des attaques de John grâce à la force de sa tête. Le prisonnier décide que la meilleure option serait d'essayer de capturer John, et il essaie de rattraper l'agile combattant dans son erreur. Après quelques secondes, il voit le moment et se précipite sur John, l'attrapant. Après que Young-Nim ait attrapé John, il le serre fort, essayant de lui briser les os. Young-Nim demande à John s'il comprend que la casquette va bientôt lui revenir et le serre davantage. Cependant, dans une situation stressante, John retrouve un second souffle, pompant son corps d'endorphine et d'adrénaline. Rassemblant toute sa volonté et sa nouvelle force, John saisit le visage de Young-Nim et le force à relâcher son emprise. John lui dit qu'il retient ses pouvoirs depuis longtemps, mais comme il fait face à un adversaire puissant, il ne peut plus se retenir. Il frappe ensuite avec force la tête de Young-Nim contre le sol, provoquant un coup écrasant. Après avoir éliminé Young-Nim, John reçoit la récompense finale de 500 millions de won et la chasse aux criminels est déclarée terminée. Les chasseurs regardent avec horreur John vaincre une catégorie aussi puissante et n'en croient pas leurs yeux. L'un d'eux propose à voix basse d'emporter secrètement l'argent enterré par les prisonniers, ce que John ne connaît pas encore. Les chasseurs s'approchent de John et lui disent qu'ils vont nettoyer la zone de chasse. John n'est pas contre cette situation quand soudain une fléchette lui vole dans le cou. Une fraction de seconde plus tard, les fléchettes touchent également les chasseurs, qui reculent sur les côtés. Réalisant qu'il s'agit d'un poison paralysant, John tente de scanner les attaquants en scrutant la zone avec ses yeux. Un homme portant un masque blanc avec le symbole Oméga sort de la forêt, et une tentative de le scanner renvoie le résultat que l'accès est refusé. Oméga est également entouré d'hommes de main qui ressemblent à des agents de recouvrement sur un chantier de construction. John essaie de demander à Oméga qui il est, mais le poison commence à faire effet et ses yeux se ferment lentement. Incapable de résister au pouvoir du poison, John tombe inconscient au sol. John se retrouve dans un bâtiment en feu qui ressemble à un établissement correctionnel. John tente de sortir du bâtiment en feu, mais entend soudain des voix étranges lui poser des questions. John se retourne et voit des enfants morts qui le regardent à travers les barreaux et lui demandent pourquoi il s'est enfui seul. John se lève soudainement et se retrouve allongé sur son lit dans son appartement. Le personnage principal se souvient de tout ce qui s'est passé, et le visage de Young-Nim vaincu et ce masque Oméga apparaissent dans sa tête. John écoute la télévision qui diffuse des informations selon lesquelles un incendie s'est déclaré dans un bus d'un convoi de prisonniers condamnés à mort. John vérifie son solde et son statut de mission et confirme que son solde est de 1,7 milliard de dollars. John expire en posant une main sur son cou, croyant que tout s'est terminé sans problème. Soudain, il sent un étrange appareil sur son cou qui ressemble à une petite bombe. John se voit confier une nouvelle mission selon laquelle il doit accomplir 5 tâches consécutives, dont la première consiste à établir le contact avec l'employé A. Par une matinée ensoleillée, Jeff se tient près de son lieu de travail et boit du café, se plaignant d'en avoir assez de l'acheter lui-même tous les jours. Soudain, il remarque John se précipiter à toute vitesse, qui ne parvient qu'à crier à Jeff de s'écarter. John passe devant Jeff, lui arrache la tasse de café des mains et se précipite vers les étages supérieurs du bâtiment. Arabella est assise sur son lieu de travail et s'acquitte de ses tâches en lisant des rapports. Soudain, le visage de John, essoufflé et déformé par un léger brin de folie, apparaît devant son visage et la salue. Arabella saute de son lieu de travail avec surprise, examinant attentivement John. S'étant un peu calmée, elle demande à John ce qui s'est passé et pourquoi il était si essoufflé. Ce à quoi John répond qu'il a une tâche très importante. Arabella demande à John si cette tâche la concerne, alors qu'on lui confie une mission selon laquelle il doit passer 6 heures à côté d'Arabella. John dit qu'il a récemment changé de poste et d'emploi, ajoutant qu'elle a probablement besoin d'une pause dans un travail excessif. Le personnage principal conclut qu'aujourd'hui, Arabella peut se reposer et parler avec lui, et que l'assistant Jeff fera tout pour elle.
John remarque Jeff et le regarde follement, lui demandant s'il va aider Arabella. Jeff, mort de peur, salue en disant qu'il fera tout sans aucun problème. John ajoute qu'il paiera ses dépenses de vacances avec la carte qu'il a reçue de son patron, gardant le silence sur le fait qu'il l'a effectivement volée. Arabella est heureuse de cette situation, lui demandant si elle peut prendre des vacances à tout moment. Ce à quoi John répond que pour cela, elle a besoin d'être près de lui. Arabella et John passent une excellente journée en faisant diverses activités, comme aller au cinéma, pique-niquer ou jouer au bowling. Et John pense que cela ressemble beaucoup à un rendez-vous. John et Arabella terminent leur journée au restaurant et elle lui dit qu'elle s'est bien amusée aujourd'hui. Arabella s'excuse d'être bruyante, admettant qu'elle commence à être de plus en plus fatiguée à force de trop travailler. Elle dit qu'elle est toujours très reconnaissante envers John pour tout et dit qu'elle veut lui avouer quelque chose. En levant les yeux vers John, elle voit qu'il a inséré 2 fourchettes dans sa bouche, disant qu'il s'agit d'un morse moustachu. Arabella rit de bon cœur, demandant à John s'il était aussi ivre qu'elle. John a pour mission de faire rire Arabella et est heureux qu'elle soit un peu ivre. Sinon, cela aurait été beaucoup plus difficile. Le serveur s'approche d'eux et leur apporte une assiette recouverte d'un couvercle en leur disant que leur dernier plat est prêt. Il remercie John et Arabella d'avoir visité le restaurant, disant qu'il leur a préparé un petit cadeau, enlevant le couvercle et montrant à John que les mêmes montres des membres se trouvent à l'intérieur. Arabella regarde l'appareil, le prenant pour une montre intelligente. Et John reçoit la tâche d'amener Arabella à rejoindre le jeu et à lui mettre l'appareil. Arabella demande joyeusement s'ils reçoivent une montre, tandis que John se rapproche du serveur et lui demande qui il est. Le majordome regarde John sans vie, et il se rend compte que quelqu'un le contrôle clairement. Arabella regarde John d'un air un peu confus, lui demandant si tout va bien. John est perdu dans ses pensées, réalisant qu'il s'est trompé en pensant qu'il pourrait toujours gagner, car il n'imaginait pas que de tels dilemmes se présenteraient à lui. John décide de ne pas le dire à Arabella et lui dit que rien de grave ne s'est produit, ajoutant qu'il la raccompagnera chez elle. En arrivant chez elle, Arabella s'endort paisiblement et John la regarde, réalisant qu'elle est sans défense et que cela ne lui coûte rien de lui mettre l'appareil. John se dit que tout ce en quoi il croit dans ce monde, c'est l'argent, ajoutant que sa vie est beaucoup moins importante que la sienne, mais il n'arrive toujours pas à se prononcer sur une telle méchanceté. Soudain, Omega contacte John à travers les lunettes, lui disant que personne ne sera au courant de son action. Il ajoute qu'une personne fait tout pour survivre, donc John ne devrait pas s'inquiéter. Selon Omega, John est spécial, mais en fin de compte n'est qu'un des membres, et les membres sont très faciles à contrôler, puisque l'homme est l'animal le plus égoïste. John demande moqueusement à Omega s'il pense vraiment tout savoir de lui, ajoutant qu'il pense qu'il n'a aucune idée de qui est John. John dit à Omega qu'il l'a laissé tomber, expliquant que lorsqu'il échoue, il bouleverse tout. Omega demande à John s'il est sûr d'en être capable, ce à quoi le personnage principal prend un couteau et lui arrache la bombe du cou. John dit à Omega qu'il pensait pouvoir le contrôler avec de l'argent, mais en réalité, c'est lui qui l'utilisait. Omega se demande jusqu'où John peut aller, appelant plusieurs drones dans la zone où se trouve John. Les drones mettent le feu à la villa en face de John, et Omega l'informe qu'il y a 5 personnes à l'intérieur. Omega dit à John qu'il doit sauver les malheureux de cet incendie. Mais il y a un piège. John reçoit une nouvelle tâche pour tuer Arabella avec une récompense importante de 300 millions de won. La même tâche, ainsi que la localisation d'Arabella, revient à plusieurs autres participants. Omega pose un dilemme à John. Sauver des inconnus d'un incendie ou sauver son collègue, devenu la cible des participants. John décide prudemment d'appeler les pompiers et sort son smartphone. Omega, s'étant connecté à lui, rapporte que cela est bien sûr interdit, affirmant qu'il a pris le contrôle de tous les systèmes, disant à John qu'il doit choisir l'un des deux. John évalue rapidement ses options et commence à crier à plein poumon qu'il y a un incendie dans la maison, réveillant tous les résidents. Tous les habitants de la maison se réveillent et courent dehors, et avec eux, Arabella, endormie paisiblement, reprend ses esprits. John jette rapidement un tissu épais sur Arabella pour l'empêcher de se brûler. Après avoir enveloppé Arabella, John la jette par-dessus son épaule et la transporte hors du bâtiment et dans la rue. John la dépose en lui disant que, malheureusement, il n'a pas apporté son téléphone professionnel. John demande à Arabella de se couvrir d'une couverture et d'attendre ici, disant qu'il reviendra bientôt. Arabella demande anxieusement à John où il va, exprimant l'espoir qu'il ne reviendra pas sur les lieux de l'incendie. John hésite un peu et lui raconte que lorsqu'il était enfant, il y avait un incendie à l'endroit où il habitait. D'après les paroles de John, il était faible et très effrayé à ce moment-là, donc il ne pouvait rien faire.
Après ce jour, John a décidé qu'il ne laisserait jamais une personne innocente dans le pétrin. John entre dans un bâtiment en feu et Arabella le regarde avec inquiétude tandis que les spectateurs se demandent pourquoi il y est allé. Au bout de quelques secondes, les gens sortent leur téléphone et commencent à filmer de toute leur force le bâtiment en feu. John émerge de la fumée quelques minutes plus tard, sortant 4 personnes du feu. Arabella étale sa couverture et John y place les survivants, demandant de l'aide alors qu'il retourne au bâtiment en feu. John est informé que le participant s'approche d'Arabella et se trouvera dans un rayon de 5 mètres dans 1 minute. John décide qu'il aura le temps de sauver tout le monde et accélère dans le bâtiment. Ayant trouvé le dernier appartement avec un survivant, il s'y envole aussitôt, s'approchant du malheureux. Cependant, Omega contacte à nouveau John, lui disant que s'il sauve cet homme, il radiera 1 milliard de son compte, et s'il le laisse mourir, il lui facturera le contraire. Omega demande à John ce qu'il va faire pendant que le personnage principal se tient au-dessus du survivant avec un regard sombre. Arabella se tient près du bâtiment en feu et lui tient les mains avec enthousiasme, se demandant pourquoi John ne sort pas. Soudain, un homme s'approche d'elle et lui demande si elle habite dans l'appartement 204 à Haru Villa. Arabella est surprise par cette question et demande à l'étranger s'il la connaît, ce à quoi elle reçoit une réponse affirmative. L'inconnu attrape Arabella par le bras et sort un couteau, lui ordonnant de se taire et de le suivre. Il ajoute qu'elle ferait mieux d'être une bonne fille, quand quelque chose de lourd atterrit sur la voiture derrière lui. La fumée se dissipe, et John apparaît devant Arabella et le groupe, qui dit à l'étranger qu'il le tuera s'il touche Arabella. Le membre demande à John s'il est le même que lui, soupçonnant qu'il veut voler son argent. Le participant crie que cet argent lui appartiendra et tire Arabella sur son couteau. Cependant, John lance bien sa botte et dévie le coup sur Arabella. À cause d'une horreur et d'un stress accablant, Arabella tombe à genoux, incapable de bouger. L'étranger fait une seconde tentative pour tuer Arabella et lui donne un fort coup de couteau. Cependant, John parvient à couvrir Arabella avec lui-même à temps, encaissant le coup de couteau. Il répète qu'il le tuera s'il pose ne serait-ce qu'un doigt sur Arabella. John décide de ne pas participer à la cérémonie et donne un puissant coup de tête à l'étranger, l'assommant. Le personnage principal se réjouit de la victoire, mais se rend immédiatement compte qu'il a inhalé du monoxyde de carbone et que ses forces commencent à le quitter. John tombe inconscient sur l'asphalte et Arabella, remise du choc, s'approche de lui. Elle s'assoit à côté de lui et lui demande de se réveiller alors qu'une silhouette mystérieuse s'approche de nos héros. Un participant de niveau 31 nommé Gyllenhaal parle au téléphone et rapporte qu'il a trouvé un objet, demandant s'il doit l'emporter avec lui ou s'en débarrasser. John est réveillé d'un profond sommeil par les grands cris d'un enfant à l'aide. John se lève rapidement, essayant de comprendre ce qui se passe et où il se trouve. John remarque qu'il se trouve dans une petite pièce dans laquelle un homme de grande taille s'approche d'un enfant d'un air menaçant. Un enfant crie à l'aide et un homme lui demande de se taire et d'être une bonne fille. En un clin d'œil, John rattrape l'homme et lui saute dessus, sur le point de le frapper au visage. Cependant, malgré la précision et la rapidité du coup, l'homme parvient à l'intercepter et à le bloquer. Il demande à John pourquoi il frappe si soudainement, ce à quoi John répond en lui ordonnant de s'éloigner de l'enfant. Ils sont interrompus par Walter assis tranquillement dans la pièce, tenant une arme à feu. Walter rapporte qu'avec des actions inconsidérées, ils creusent leur propre tombe. John remarque que l'enfant tremble de peur et qu'il porte un bracelet au poignet. John traite Walter et l'homme de salauds et exige de le laisser partir, ce à quoi ils lui répondent que ce ne sont pas ses affaires. Walter dit que John est apparu de nulle part et sauve un enfant inconnu, lui demandant pourquoi il fait cela. John dit que l'enfant demandait de l'aide et ajoute que Walter et son complice ressemblent beaucoup aux criminels. Walter sourit à cette caractérisation et dit qu'ils commettront des crimes en brandissant une arme à feu. John recouvre rapidement l'enfant avec lui-même, espérant que la balle ne le transpercera pas. Walter n'hésite pas à appuyer sur la gâchette, mais le pistolet projette un jet d'eau. John essaie de comprendre ce qui se passe ici, et l'enfant derrière lui se met à rire de bon cœur. L'enfant dit à John qu'il est tombé amoureux de son jeu et il l'attrape à 2 mains. En colère d'avoir été manipulé, John demande à l'enfant s'il est un tyran. John commence à faire tourner rapidement l'enfant d'avant en arrière, le faisant crier à nouveau à l'aide. L'homme dit à Walter que John n'est pas si mauvais, ce à quoi il accepte volontiers. Walter s'excuse pour la tromperie, disant que c'était une sorte de test, ajoutant qu'ils ont la garde de cet enfant. Walter dit qu'il s'agit d'un groupe de libération pour les participants au jeu, ajoutant qu'il sera bref car cela prendrait trop de temps pour une explication complète. Il dit que sa collègue, qui était avec lui hier, est saine et sauve à l'hôpital, mais qu'en raison d'un choc grave, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé.
Walter montre à John un selfie de son assistant, qui veille à la sécurité d'Arabella à l'hôpital. Il montre également l'homme, disant que c'est lui qui a sauvé John et Arabella, le présentant comme Gyllenhaal. John remercie Walter de l'avoir sauvé, ajoutant qu'il était peu probable que cela se soit fait comme ça. Walter dit à John qu'il est devenu un classement et que sa fortune dépassera bientôt les 2 milliards. Il ajoute que s'il gagne plus et monte de niveau, d'autres forces ou rangs pourraient le cibler. Walter ajoute que dans ce cas, une répétition des tests est garantie, ce à quoi il ne peut pas faire face seul, comme hier. John est d'accord avec cela, s'inquiétant mentalement qu'Arabella soit en danger à cause de lui, réalisant que si cela se reproduit, la chance pourrait ne pas lui être aussi favorable. Walter dit à John qu'il devrait rejoindre notre groupe et transférer 800 millions qui seront ensuite restitués sur son compte. Il explique que c'est pour s'assurer qu'ils poursuivent un objectif commun. John qualifie Walter de fraude, auquel il répond par un déni moqueur, ajoutant que John doit d'abord accomplir une mission de commandement avec l'un des membres de leur groupe, après quoi la première moitié sera restituée sur son compte. Walter dit que John recevra le reste de l'argent plus tard, précisant que le personnage principal n'allait pas quitter le jeu de toute façon, et que cette proposition n'est pas une proposition perdante. Quelque temps plus tard, John s'assoit au bar et réfléchit à la proposition de Walter. John décide de vérifier son compte et remarque qu'il n'a pas reçu de récompense pour les missions accomplies. La récompense est un coupon pour un objet aléatoire, et John décide de vérifier son téléphone, dans lequel il remarque un message d'Omega, l'informant qu'il n'aura pas de mission personnelle pendant un certain temps. John comprend que dans ce système, toute sa fortune peut disparaître à tout moment et qu'il est presque impossible d'encaisser cet argent. Il doit donc en profiter tant qu'il le peut. John s'achète un déjeuner à 400 000 wons et savoure l'omakase sur lequel il ne pouvait que baver auparavant. Le personnage principal est rempli de satisfaction, s'avouant qu'ils ont exactement le goût qu'il les a imaginés. John se souvient qu'il vivait autrefois dans la pauvreté et qu'il désirait ardemment une vie riche, se promettant qu'il en profiterait désormais pleinement. Après 4 jours, John décide de mener une mission en équipe et se rend sur le site de test pour inspecter les participants. John est plongé dans des réflexions sur la nécessité de chercher un bon appartement pour lui-même, après avoir terminé ici, quand soudain il entend un reproche d'être en retard. John soupçonne que son partenaire de jeu a dit cela et tourne la tête, découvrant que son partenaire est le même garçon. John demande tristement au garçon quel âge il a, ce à quoi il admet qu'il n'a que 15 ans. Le reste des participants regardent cette scène avec moquerie, disant que lorsque le jeu commencera, ils devront se concentrer sur ce couple. John est furieux mentalement d'avoir été trompé, admettant qu'il s'attendait à ce que Gyllenhaal soit présent à la place de l'écolier. L'enfant se moque de John, disant qu'il n'a pas l'air très fort, ajoutant que John est aussi effrayant. John dit au garçon qu'il ne l'aime pas non plus, ce à quoi il admet timidement qu'il doit gagner ce jeu à tout prix. John expire et pose sa main sur la tête du garçon, lui disant de lui faire confiance, ajoutant qu'il peut certainement protéger un bébé. Après un certain temps, les participants sortent sur le terrain et attendent l'ordre de démarrer le jeu. Grâce à un haut-parleur sur le poteau, il est annoncé que le jeu sera un jeu de défense du roi, dans lequel un roi aléatoire est sélectionné dans chaque paire, qui doit être défendu à tout prix jusqu'à ce qu'il ne reste plus 2 paires de participants. John se retourne vers le garçon et lui montre qu'il est devenu roi. Les héros sont entourés d'autres participants et se préparent à la fin du compte à rebours. Dès la fin du compte à rebours, l'un des binômes de participants se précipite sur l'enfant. John parvient à attraper rapidement l'écolier et à l'asseoir sur son cou, ce qui lui permet de contrôler plus facilement le roi. Les membres félicitent John pour sa rapidité, ajoutant qu'il vient de révéler à tout le monde que le garçon est le roi. L'un des participants ajoute que s'il se bat seul, il mourra rapidement. Le garçon est effrayé par les menaces et enfonce ses mains dans les cheveux de John, le faisant se recroqueviller de douleur. L'enfant commence à paniquer et à demander ce qu'il doit faire, ce à quoi John crie et lui demande de s'asseoir droit et de ne pas le déranger. L'un des participants décide d'y mettre fin en se préparant à attaquer John et l'enfant. Soudain, il remarque que les 2 participants aux cheveux verts regardent ce qui se passe avec indifférence et ne tentent pas d'attaquer John. Quelques participants se rendent compte qu'ils veulent les poignarder dans le dos et s'approchent d'eux en leur disant que cela ne marchera pas, ajoutant qu'ils doivent d'abord éliminer John et le petit. L'enfant touche le visage de John, lui disant qu'ils ont été distraits, ce à quoi il répond qu'il le voit lui-même. Pendant ce temps, une autre paire de participants se faufile prudemment derrière John. John demande à l'enfant de déplacer son appui sur les 2 jambes et de se lever, ce à quoi il demande pourquoi cela est nécessaire. Soudain,
Les participants les attaquent des deux côtés, essayant d'attraper l'enfant au cou de John. John jette l'enfant, après quoi il saute, donnant des coups de pied à deux attaquants en même temps. John assomme les participants d'un seul coup et décide de se montrer en rattrapant théâtralement un enfant qui tombe. John rabaisse l'enfant en disant qu'il s'occupera des autres et qu'il reviendra. L'enfant essaie de comprendre quel genre de personne est John, tandis qu'il se retourne au grand cri de l'un des participants. L'un des participants aux cheveux verts a mis son adversaire à genoux et lui a écrasé les yeux avec ses doigts. En réponse aux appels à ne pas le faire, il admet seulement froidement qu'il s'amuse avec cela. Donc, il ne s'arrêtera pas. Après avoir arraché les yeux de son adversaire, le concurrent aux cheveux verts lui secoue la main et entend les cris de l'autre adversaire. Son complice, contrairement à ses yeux, a décidé de mordre le nez de son adversaire. Après avoir entendu suffisamment de cris de douleur, il donne un coup de genou à son adversaire au visage, l'assommant. John et l'enfant sont surpris que des psychopathes complets restent contre eux. Le haut-parleur annonce que la première partie s'est terminée avec succès, ajoutant que la deuxième partie commence dans 10 minutes dans le gymnase voisin. Les participants viennent au gymnase et se préparent à un nouveau défi. John demande à l'enfant pourquoi il a tant envie de participer à ce jeu, ce à quoi il répond qu'il doit gagner. Soudain, un inconnu entre dans la salle et dit qu'il a été chargé de diriger le deuxième match. Un homme portant un étrange masque sur le visage apparaît dans la lumière et se présente comme une marionnette. Il se dirige lentement vers le centre de la pièce, félicitant les vainqueurs du premier match et soulignant qu'il pensait que cela prendrait plus de temps. L'animateur décide d'aller droit au but et annonce le début du deuxième match. Le deuxième jeu est un défi de cartes aléatoires à une touche. La marionnette annonce les règles du jeu, qui stipulent qu'à chaque tour, l'équipe reçoit une carte avec une partie du corps qui doit être touchée par l'adversaire et une carte avec une partie du corps qui doit être touchée. L'animateur ajoute que le roi peut ordonner à son partenaire, ajoutant que si les ordres du roi ne sont pas suivis, le participant est immédiatement reconnu comme contrevenant et expulsé. John pense que les règles sont trop dures et essaie d'arrêter le jeu, mais le garçon l'arrête. Le garçon dit qu'il est toujours le roi, donc ils ne peuvent pas s'arrêter. John demande à l'enfant s'il va lui ordonner de prendre les coups pour lui-même. L'enfant, le cœur lourd, dit que si cela l'aide à gagner, alors il le fera aussi. John lève la main vers l'enfant et il se recroqueville et ferme les yeux de peur. John dit qu'il ne sait pas ce qui motive l'enfant, se demandant pourquoi son visage donne l'impression que son monde s'est effondré. L'enfant se souvient de sa sœur, qui l'appelle par son nom Charles et lui dit qu'elle va bien. Dans ses souvenirs, sa sœur le serre dans ses bras, lui demandant s'il a été blessé. La sœur dit avoir trouvé un travail qui lui permettra de rembourser ses dettes en 2 ans et de le protéger. Charles conclut que sa sœur n'est jamais revenue et qu'il doit donc la retrouver. John répond que Charles n'est pas obligé de lui donner des ordres, car les adultes doivent toujours protéger les enfants. Selon les règles du jeu, n'importe qui peut être attaquant et défenseur, et vous pouvez changer de place à tout moment. Le jeu commence, et les premières cartes de l'équipe attaquante sont le poing, et pour l'équipe défensive, le haut du corps. L'attaquant frappe John d'un coup puissant, causant des dommages importants aux organes internes. John attrape le foie, notant que son adversaire sait exactement où frapper. Les rôles sont inversés, et John obtient la carte Eye Attack et le défenseur obtient la carte Ear Defense, ce qui amène John à décider de rater son attaque. Au prochain changement de rôle, en fonction des cartes, l'attaquant frappe John au front avec son coude. Dans la série de changements de rôle suivante, John n'a jamais obtenu de carte lui permettant de lancer une attaque, il a donc raté ses attaques une par une. John garde à peine le contrôle de lui-même face à l'injustice et espère avoir l'occasion de frapper son adversaire au moins une fois. Le roi aux cheveux verts s'approche de l'attaquant et lui demande s'il le frappe correctement, changeant de rôle avec lui. John se rend compte que son corps commence lentement à défaillir, notant qu'en plus de tout, ses blessures se sont ouvertes. Soudain, Charles dit que lui aussi change de place avec John, ce qui le choque. Charles répond qu'il va vérifier quelque chose et demande à John de lui faire confiance. L'agresseur regarde Charles et l'interroge sur le fait qu'il n'a apparemment pas encore été battu. Dès que le round commence, il envoie un puissant coup de genou sur la poitrine de Charles. Charles, souffrant énormément, ne peut retenir son envie de vomir et se vide le ventre pendant que le leader ouvre la zone de frappe à la deuxième équipe. Selon les cartes, l'équipe de Charles doit frapper le front avec le majeur. Charles s'indigne d'un tel échec, mais John dit qu'ils ont finalement de la chance et s'approche de son adversaire. John délivre un puissant craquement qui fait reculer l'ennemi, du sang jaillissant des 2 narines. Le personnage principal tombe en extase en réalisant qu'il a enfin réussi à frapper ses adversaires détestés.
L'adversaire essaie de reprendre ses esprits et ne croit pas avoir été frappé avec une telle force avec un doigt. La prochaine carte de l'équipe aux cheveux verts porte malheur. Elle rate donc son tour. Le déroulement du jeu change et John obtient des cartes normales, qu'il utilise avec grand plaisir, assommant l'esprit de son adversaire. Le défenseur de l'équipe verte demande à son allié d'échanger sa place avec lui. Cependant, il lui ordonne de continuer à attaquer, disant qu'il ne fera qu'attaquer. Charles comprend et se prépare au fait que la prochaine carte d'attaque pourrait réussir pour l'équipe ennemie et se prépare à y résister à tout prix. L'équipe adverse reçoit un coup de pied au ventre et une force écrasante frappe Charles. Cependant, rassemblant toute sa détermination dans un point, il se lève et reste conscient. Le défenseur de l'équipe aux cheveux verts crie après Charles, exigeant qu'il abandonne déjà pour ne plus se faire toucher. John reçoit un coup de poing dans le nez et remercie Lady Luck pour cette opportunité. Se balançant de toutes ses forces, il frappe le défenseur, le faisant reculer à grande vitesse. Le défenseur frappe le roi, permettant à John d'en éliminer 2 d'un seul coup. John regarde les 2 adversaires inconscients et demande à l'autre s'il a enfreint les règles. Le présentateur répond cependant calmement qu'il ne voit ici aucun problème. Charles félicite John pour sa victoire, ne croyant pas qu'ils aient réellement gagné. Charles explique que selon son idée, l'efficacité des cartes d'attaque dépend du nombre de coups reçus par le roi. John félicite Charles pour son ingéniosité, disant qu'il était quand même brillant. Cependant, Charles change soudainement de visage, disant que, apparemment, le jeu n'est pas encore terminé, notant qu'ils n'ont reçu aucune récompense. L'animateur annonce le dernier jeu intitulé Uprising and Suppression. Selon les règles, les 2 derniers joueurs ne forment plus une équipe et jouent les rôles individuels de roi et de villageois, dont les objectifs sont de vaincre ou de forcer l'adversaire à se rendre. Charles ne croit pas qu'ils devront s'entretuer et dit qu'il doit y avoir un autre moyen. Cependant, John interrompt son raisonnement en lui donnant une forte gifle. Il dit à Charles d'arrêter de parler comme un faible et d'accepter la réalité qu'il devra le combattre. John ajoute que, entre autres choses, c'est une très mauvaise personne. Charles comprend qu'il s'agit d'une bataille initialement inégale dans laquelle il ne gagnerait pas même s'il était armé, mais il n'aura pas d'autre chance. John taquine Charles en disant que sa sœur ne lui était pas si chère s'il se comporte de manière si peu sûre d'elle. Charles ne comprend pas ce que John veut dire, ce à quoi le protagoniste lui rappelle qu'il a dit qu'il sauverait sa sœur. Mais maintenant, ses véritables intentions sont visibles. John ajoute que sa sœur a probablement encore du mal à gérer tout ce qui lui arrive à cause de lui. Mais il n'est toujours pas pressé de l'aider. John suggère que sa sœur est peut-être déjà morte, ce à quoi Charles lui crie en larmes et lui jette les poings. John esquive facilement l'attaque de Charles, disant qu'il est trop fier pour combattre un enfant. Le personnage principal dit à l'enfant que si Charles parvient à le frapper une fois, il abandonnera. Charles se précipite pour attaquer, et John affirme mentalement que le monde actuel est un endroit cruel. John fait trébucher Charles en continuant à penser que le désir ou le désespoir à lui seul ne mènera à rien. Du point de vue du personnage principal, la seule chose qui peut sauver des personnes chères ou lui-même est le pouvoir ou l'argent. John conclut que le pouvoir et l'argent peuvent être le fruit du travail ou le résultat du désespoir. Charles se précipite à nouveau sur John et parvient à lui porter un coup. John sourit à Charles et dit à l'hôte qu'il abandonne. Le présentateur rapporte que le résident a abandonné, annonçant Charles comme vainqueur. Après un certain temps dans un endroit sûr, Gyllenhaal soigne les blessures de Charles. Gyllenhaal demande à Charles combien d'argent il a reçu en récompense, ce à quoi il répond que son prix était de 700 millions. John a perdu 200 millions de won. Il n'est donc pas de la meilleure humeur. Walter demande à John s'il a perdu volontairement le dernier match, ce à quoi il ne donne pas de réponse précise. Walter remercie John pour ses actions, disant que grâce à lui, il sera bientôt libre. John demande à Walter si Charles achète sa liberté pour cela, ce à quoi Walter répond qu'il avait déjà l'argent pour cela, mais qu'on lui a posé une condition supplémentaire. Sur la base de cette condition, Charles devait prendre la première place dans ce jeu. Sinon, il ne verrait pas la liberté. Walter conclut qu'à la fin, Charles a gagné 700 millions et la liberté. Mais tout cela n'est qu'une sorte de terrible blague, car quelqu'un doit subir des tests supplémentaires et quelqu'un obtient immédiatement la liberté. Selon lui, tout est finalement entre les mains de l'organisateur, qui possède d'incroyables capacités de piratage informatique qui peuvent paralyser tout le système national. Cependant, selon Walter, John ne devrait jamais oublier qu'aujourd'hui, il a sauvé quelqu'un de cet enfer. Il demande également à John comment lui donner 400 millions, lui proposant plusieurs options, notamment le transfert sur un compte, en espèces ou sur un lingot d'or. John commence à saliver,
pensant que les lingots d'or pourraient être les mêmes que dans la série télévisée et dans les films. Walter place devant lui 5 lingots d'or brillants de 80 millions chacun. John est aux anges, heureux que l'or soit bien plus beau qu'il ne l'imaginait. Gyllenhaal dit à Charles que John aime trop l'argent, ce à quoi il dit qu'il pense qu'il est cool. Cependant, comme le note Charles, John se comporte parfois un peu trop étrangement. John se tourne vers Charles et lui dit que c'est un gars formidable. Il ajoute que s'il ne l'aide pas à retrouver sa sœur, il peut appeler et John l'aidera certainement. Au bout d'un moment, Gyllenhaal emmène Charles et John les suit du regard, agitant la main vers le garçon. Walter demande à nouveau à John s'il souhaite les rejoindre, ce à quoi il répond qu'il est toujours avide d'argent. Walter rit et s'en va en disant qu'un jour il viendra encore vers nous, puis ils reparleront, et John lui souhaite bonne chance en prenant soin de lui. 6 jours plus tard, John conduit une voiture chère jusqu'à un hôtel de luxe. Pendant ce temps, John a réussi à changer de costume et d'image en arborant une montre coûteuse. John s'assoit au bar, profitant d'un bon jazz et pensant au fait qu'il lui reste encore 1,4 milliard de won sur son compte. Selon les calculs de John, la valeur de l'or est de 400 millions de won, et la valeur de la voiture et de la montre volées au patron est de 300 millions supplémentaires. Ainsi, John se rend compte que sa richesse totale est d'environ 2,1 milliards de won. Cependant, ses pensées sont interrompues par une belle fille qu'il a rencontrée il y a quelques jours. John réfléchit au fait qu'elle était la première personne de la haute société qu'il rencontre, mais leur interaction s'est avérée bien meilleure que je ne le pensais. Le personnage principal note qu'en plus d'être intéressé par la culture et la sociabilité, il était très attiré par son sourire sincère. La jeune fille le regarde en souriant gentiment et lui demande pourquoi il ne succombe pas à ses tentations. John se tourne nerveusement vers elle et lui demande ce qu'elle voulait dire, ce à quoi elle se contente de sourire, croyant qu'il ne l'a tout simplement pas comprise. La fille attrape la cravate de John et se rapproche un peu de lui, disant qu'elle est trop ivre pour rentrer seule à la maison. Sans résister aux demandes de la ramener chez elle, John marche avec elle et s'étonne du luxe des bâtiments locaux. Il regarde la maison, se rendant compte qu'un appartement coûte au moins 1 milliard et lui demande si elle y habite, ce à quoi elle reçoit une réponse affirmative. Soudain, une forte pluie s'abat sur le couple, les laissant tremper jusqu'aux os. La fille prend John par la manche, lui disant qu'il peut rester avec elle jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Quelques minutes plus tard, John se retrouve inopinément allongé sur un lit moelleux. Son compagnon grimpe sur lui de manière ludique, ce à quoi John lui dit qu'elle est un peu ivre. La fille le regarde, après quoi elle rit et dit qu'elle est absolument sobre et lui demande d'enlever ses lunettes. John attrape la main de la fille et la déplace sur le lit, se penchant sur elle. La jeune fille le regarde avec une légère surprise, après quoi elle sourit en disant qu'elle ne s'attendait pas à une telle pression de sa part. John examine sa compagne et lui demande d'arrêter de s'amuser. La jeune fille, cependant, ferme les yeux et lui murmure en lui demandant de tout oublier, se mettant à pleurer doucement, après quoi elle s'endort rapidement. Après ce jour, cette fille va commencer à appeler John souvent et il s'est vraiment intéressé à elle. John avoue qu'il allait au travail pour rééduquer son patron, qu'il regardait toutes sortes d'absurdités au travail et qu'il ne faisait pas grand-chose. Cependant, maintenant, après le travail, il a commencé à sortir souvent avec cette fille. John croit sincèrement que cette fois-ci a été vraiment incroyable. Cependant, à mesure que John la voyait davantage, il continuait à trouver de plus en plus de raisons pour lesquelles il devrait s'éloigner. John décide que ce soir sera son dernier, mais son rendez-vous propose soudain une relation. Bien que choqué par ses propos, John refuse, la tristesse au cœur. Son compagnon ne comprend pas pourquoi il refuse la proposition d'une fille belle, séduisante et riche, mais John croit en privé qu'à cause de lui, elle pourrait avoir des ennuis. John la remercie pour tout le temps qu'ils ont passé ensemble et s'en va, pensant tristement qu'avec lui, la vie de cette belle fille va se transformer en enfer. Soudain, il entend le son douloureusement familier de ce même appareil derrière lui. John se retourne et aperçoit le tour de cou de sa compagne, lui disant que sa mission a échoué. Selon l'appareil, elle avait pour tâche de rester en relation avec John pendant 10 jours et de passer inaperçue. La fille regarde John en disant qu'elle est une joueuse spéciale, tout comme lui. Elle demande à John s'il est choqué qu'il ne soit pas unique, suggérant qu'il est encore un débutant. L'appareil donne à la jeune fille la prochaine mission, qui est de tuer John. John a le temps de réfléchir qu'il n'aurait pas dû refuser cette fille, quand soudain un couteau lui est lancé à grande vitesse, qu'il esquive miraculeusement. La jeune fille sort des couteaux de lancer, agréablement surprise que John ait esquivé son lancer, après quoi le système le présente à sa récente compagne nommée Jane. John décide de ne pas combattre Jane dans le parc,
et se retire du champ de bataille à grande vitesse. En fuyant Jane, il accède à son appareil et demande d'échanger un objet aléatoire. Jane part à la recherche de John dans la forêt, disant qu'il aurait dû lui parler plus tôt de sa formation. Elle dit ouvertement qu'elle a vraiment besoin d'un homme fort, et s'il s'avère que John est plus fort qu'elle, alors elle l'aimera vraiment. En entendant des bruits suspects, Jane lance un éventail de couteaux dans les buissons, mais il n'y a personne. Soudain, John s'approche de Jane et lui jette sa veste pour détourner son attention. Jane coupe instantanément sa veste et attaque John, mais il intercepte son couteau avec de nouveaux gants. John recule un peu et demande à Jane ce qu'elle fera s'il est plus fort. Après cela, il active une autre fonction de ses gants, à savoir la possibilité d'utiliser des décharges électriques. Jane est très surprise du gadget utile que John s'est procuré, tandis qu'il lui demande si elle faisait semblant de ressentir ses sentiments. Jane lui demande pourquoi il demande cela, car tout est déjà à la surface. Après avoir versé une larme avare, John dit que pour avoir joué avec les sentiments d'un homme, Jane sera punie de 50 000 volts. Jane admet qu'elle est un peu impressionnée par les compétences et les gadgets de John. Cependant, elle ajoute que ses jouets ne serviront à rien s'il ne parvient pas à l'attraper. Jane disparaît dans les airs et John essaie d'entendre à l'oreille où elle lancera sa prochaine attaque. Jane se prépare à attaquer et dit que dans un jeu où tout le monde risque sa vie, elle est la principale tueuse. Jane révèle qu'elle a grandi comme un tueur à gages qui n'a jamais échoué dans un seul travail et qui s'est mérité le surnom de Réglisse, en tant que fleur symbolisant la mort. John parvient cependant à réagir et intercepte tous les couteaux lancés sur lui. Il sourit et jette les couteaux en arrière, frappant l'arbre à côté de Jane. John dit que ces transferts ne servent à rien et lui demande si elle va continuer.